Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la LIB. Merci de passer votre Black Friday, qui est en fait un Saturday ici. On est très heureux de vous accueillir. Je suis François Morel, donc un autre. On est plusieurs sur le créneau des noms famille et prénoms de ce type. Et nous avons pour plaisir un réseau Canopé pour lequel je travaille. Je suis directeur territorial d'Auvergne-Rhône-Alpes autour de la formation autour des enseignants et en particulier, j'accompagne la réflexion portée par Réseau Canopé autour de l'intelligence artificielle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là, uniquement pour servir de relanceur auprès de Michael Bertrand, qu'on a le plaisir et qui a la gentillesse de venir de Dijon pour cette présentation. Nous aurons à passer 1 heure et demie ensemble, grosso modo, avec 1 heure de présentation et d'échange que nous entretiendrons tous les deux. Et puis après, une grosse demi-heure de questions, de façon à ce que vous puissiez avoir l'idéalité d'engager les débats, de lancer les débats auprès de Michael, qui aura la possibilité de répondre, de réfléchir et d'avancer sur le dossier. La parole autour de l'intelligence artificielle est abondante, elle est copieuse, elle est riche, elle est variée, elle est de tous les niveaux. Donc on ne se privera pas de pouvoir évoquer la qualité des niveaux de réflexion autour de l'intelligence artificielle dans le milieu éducatif, puisque c'est ça qui nous procède principalement. Pour vous présenter Michael Bertrand, qui n'est plus à présenter, enseignant d'histoire-géographie, enseignant aussi en AGGSP, les beaux acronymes de l'éducation nationale, et en enseignement moral et civique. Je vous rappelle, de la GGSP, c'est l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques en lycée. Tu es aussi enseignant en milieu carcéral, une expérience très intéressante et riche, mais aussi formateur académique sur les thématiques de la différenciation pédagogique. Je lis, vous l'avez compris, le petit déroulé qui m'a été fait et proposé par Michael. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'omniprésence des Michael sur ce discours. Des principes républicains et le numérique pour l'éducation. C'est aussi, Michael est aussi auteur de manuels scolaires et de diverses ressources scolaires, et notamment celui-ci. La raison pour laquelle je précisais que ça a été rédigé par Michael, c'est qu'il ne cite même pas l'ouvrage, pour lequel vous êtes aussi grandement présent ici. Les deux ouvrages vous parleront, vous connaissez sans doute. J'enseigne avec l'IA, version collège-lycée et école élémentaire. Et vous aurez la possibilité d'acquérir pour autant que les ressources seraient suffisantes, forte du succès que nous rencontrons sur cette ressource. Merci encore, Michael, d'être là, puisque c'est aussi en tant que coordinateur d'un enseignement de l'intelligence artificielle, c'est à ce titre que tu as la possibilité de t'exprimer avec un retour et un recul important sur ta pratique pédagogique autour de l'intelligence artificielle. Et donc, je te laisse la parole. Merci François. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci d'avoir accepté cette mission. Merci également à toute l'équipe de la LIB Canopé pour l'invitation et pour l'organisation parfaite de cette rencontre. Et merci à vous toutes et tous d'être présents un samedi après-midi, d'avoir bravé le froid pour venir chercher un peu de chaleur dans ce lieu. Alors, l'objectif de cet après-midi, était, d'être le plus concret possible, sur les usages possibles des intelligences artificielles génératives dans le cadre de, l'éducation. Mais néanmoins, comme toujours, il me semble indispensable, de revenir sur quelques éléments théoriques, sur quelques éléments de cadrage. L'idée n'est pas de se dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, parce que ça existe, parce que c'est à la mode, mais aussi et surtout parce que c'est un élément qui nous amène à réfléchir sur nos métiers, sur, le domaine de l'éducation de manière générale. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer, d'organiser la 1re heure avec à la fois des réflexions, théoriques, puis ensuite quelques démonstrations pratiques avant de prendre tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Et donc, justement, la place de l'IA dans le domaine pédagogique, dans le domaine scolaire, de l'éducation, quelle est-elle? Alors, la place de l'IA, elle est déjà gigantesque, alors qu'on est en train de parler pour, peut-être, si on doit définir les mots, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, on parle surtout d'intelligence artificielle générative et c'est devenu un énorme sujet de société, depuis, la sortie, de ChatGPT en ligne sur internet au mois de novembre 2022. Donc ça fait 3 ans que c'est devenu un sujet, et ce sujet, cette technologie s'est imposée très rapidement, entre les mains de nos élèves.
Et si on essaie d'avoir des statistiques d'usage, ben, pour moi, la principale source, c'est celle des cahiers pédagogiques. Vous avez une étude qui a été réalisée par les cahiers pédagogiques en début d'année 2025. Donc, c'est relativement récent, mais en fait, déjà au bout de 6 mois, on sait que les chiffres sont dépassés. Mais c'est relativement récent et surtout, c'est une source fiable. Et en février 2025, le résultat était le suivant. 79% des lycéens affirment avoir utilisé l'IA au moins une fois par semaine dans le cadre de leur travail scolaire et on est à 59% des collégiens. Ça recoupe globalement les chiffres qui étaient diffusés par le ministère de l'Éducation nationale au même moment, en février 2025. Euh, mais l'Éducation nationale ne nous disait pas comment ils arrivaient à ces chiffres et on n'a jamais eu de publication d'une étude avec le protocole de l'étude. Là, on a tout le protocole et globalement, ils arrivent aux mêmes chiffres. Donc, on peut considérer que ce sont des chiffres acceptables sur l'année 2025. Ça, c'est pour les élèves. Pour les enseignants, c'est un petit peu différent parce que justement, le ministère de l'Éducation nationale, en février 2025, nous disait qu'on avait un problème. Et justement, que les élèves étaient globalement 80% à l'utiliser et que les enseignants seraient à 20% d'utilisation. Et donc, ça permettait d'appuyer un discours politique disant il faut qu'on soit plus proactif sur ce sujet, il va falloir qu'on forme, il va falloir qu'on en discute. La dernière étude sur le sujet qui a été publiée, c'est celle de la Fondation Écoluma, qui a des chiffres qui diffèrent, là, cette fois-ci, de ceux du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous pourrez aller chercher cette étude qui est disponible gratuitement en ligne. Et donc, en septembre 2025, ils nous disent que c'est 50% des enseignants qui utilisent l'intelligence artificielle générative dans le cadre de leurs activités professionnelles. Et donc ensuite, tout le travail de Marine qui est derrière cette étude a été d'analyser ces chiffres, ces résultats. Et donc elle propose une classification en 3 catégories. Les réticents, qui représentent globalement un cinquième des enseignants qui sont plus inquiets autour du développement de ces outils. Puis ensuite, vous avez les pragmatiques, qui disent qu'après tout, ça peut être utile dans certains gestes professionnels, et on verra lesquels un petit peu plus tard. Et puis, vous avez une catégorie non négligeable quand même, de 38%, de convaincus qui, eux, se lancent vraiment et voient comment est-ce qu'ils peuvent modifier leur pratique pédagogique au quotidien au regard de l'existence de ces outils. Et dernier point, pour fixer un petit peu le contexte, évidemment, vous avez derrière des sociétés, hein. Quand on parle d'IA générative, on a des outils qui sont développés par des sociétés privées et qui ont une offre pléthorique. Moi, je trouve intéressant de voir que depuis quelques mois, on a des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées aussi bien du côté de chez Google avec Gemini que du côté de chez OpenAI avec ChatGPT qui propose les modules apprendre. Apprendre, étudier. C'est-à-dire non plus une IA générative qui est là pour fournir des réponses, mais une IA générative qui mobilise une méthode socratique pour interagir avec l'utilisateur et l'aider à comprendre la discussion qu'il est en train de se mener plutôt que de répondre très directement et considérer qu'on doit passer à autre chose. Donc très clairement, il est en train de se passer quelque chose autour de l'IA de manière générale et le secteur de l'éducation. Alors, ça peut déjà lancer des pistes un petit peu d'inquiétude, hein, laissant entendre que si une intelligence artificielle s'intéresse à l'apprendre, c'est bien que va devenir la place de l'humain. On y reviendra sans doute dans les questions et dans les échanges. Et justement, il y a un cadre d'usage publié par le ministère, pour lequel Réseau Canopé a eu la chance de pouvoir contribuer. Quels en sont les ressorts et quelle est sa place aujourd'hui? Alors si vous n'avez pas encore lu ce cadre d'usage, je ne peux que vous inviter à aller le lire parce qu'il est très bien fait. Il est très bien rédigé de façon à pouvoir très rapidement identifier les principaux axes de réflexion que je vais tout de même prendre le temps de développer un petit peu avec vous. Moi, je vois 4 caractéristiques principales qui sont développées à l'intérieur de ce document. Le premier, c'est la question de la protection des données. Et donc, vous avez une citation ici de ce cadre d'usage qui nous dit l'usage de l'IA se fait dans le respect du cadre légal sur la protection des données à caractère personnel, RGPD. Un rappel évidemment indispensable et qui nous montre que, en fait, il n'y a aucune nouveauté. On n'a pas changé la loi, on n'a pas changé le cadre réglementaire au regard de l'arrivée de ces outils. On avait déjà un cadre réglementaire qui nous invite, dans le domaine de l'éducation, à protéger au maximum les données personnelles de nos élèves. Une fois qu'on a dit ça, par contre, on a un petit problème. C'est qu'en fait, aujourd'hui, aucun outil d'intelligence artificielle générative ne permet de protéger les données des élèves.
aucun outil ne répond aux normes du RGPD, puisque c'est assez complexe quand même, ce dossier. Alors néanmoins, moi j'ai tendance à dire que, en pratique, dans la classe, on peut au moins s'assurer de faire le moins pire. Comment on fait le moins pire? Moi j'ai 2 propositions à vous faire. La première, c'est de laisser le choix aux élèves. Parce qu'en fait, on a dit, hein, ils sont 80 à l'utiliser au lycée et globalement 60 à déjà l'utiliser au collège. Donc évitons de, se voiler la face, ils utilisent déjà ces outils. Et notre rôle est probablement de les accompagner pour un usage intelligent de ces outils. Donc, on peut s'assurer de leur laisser le choix quand on leur propose des activités. Et moi, c'est concrètement ce que je fais dans ma classe au quotidien. Je leur propose des activités. Et quand je propose des activités de dissertation en histoire-géographie, notamment, parfois, je les autorise à mobiliser l'intelligence artificielle pour coécrire à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi l'activité sans IA. Je leur dis, si vous ne voulez pas utiliser de l'IA, ben, vous avez le droit de ne pas le faire. Auquel cas, ce n'est pas exactement le même exercice, ce n'est pas exactement la même évaluation. Je ne vais pas regarder les mêmes critères d'évaluation, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez un menu et vous choisissez à l'intérieur de ce menu. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment ça évolue au cours de l'année. C'est-à-dire que au début, ils vous regardent vraiment avec des yeux incroyables. Ils sont plutôt dans l'interdiction, hein. Aujourd'hui, la plupart des enseignants disent non, vous ne devez pas l'utiliser, vous devez réfléchir par vous-même. Donc moi, quand j'arrive en leur disant, en fait, vous avez le droit. Voilà, il y a des activités qui vont vous amener à développer d'autres compétences. Donc, il y a des exercices faits pour ça. Vous avez le droit. Donc, ils me regardent avec des grands yeux. Et au départ, ils sont effectivement 80, voire 90% dans ma classe à dire bah, ok, go, on prend ça. Puis une fois qu'on l'a fait 2 fois, 3 fois, qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas là pour jouer et que moi, je suis là pour leur permettre de développer de nouvelles compétences avec l'intelligence artificielle. Bah, ils arrêtent de jouer, ils se rendent compte que c'est pas un jeu, qu'en fait, c'est vraiment une activité scolaire, intellectuelle, qui a des visées similaires à celles sans IA et on efface l'effet waouh. On efface l'effet d'interdit et du coup, au bout de 2-3 exercices, ils choisissent l'activité qui leur semble être la plus pertinente à leur envie du moment ou leur avancée intellectuelle, dans ce moment. L'autre conseil, si vous voulez pas aller, sur ce dossier, c'est, d'utiliser des outils qui essaient de protéger au mieux, les données personnelles, des utilisateurs. Et donc là, moi, j'en ai 2 à vous conseiller pour le moment. Il y en a d'autres qui sont en train d'apparaître et de se développer, mais celle-là, c'est celle que j'ai pu tester et pour lesquelles j'ai, quelques certitudes. C'est Vitascience et DuckDuckGo AI. Pourquoi ces 2-là? Parce qu'en fait, ce sont 2 outils d'intelligence artificielle générative qui ne vous demandent pas de créer des comptes. C'est déjà le premier aspect important pour respecter, les données et ensuite, on vous garantit qu'on ne garde pas d'historique. Donc c'est le deuxième effet intéressant. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est RGPD. Pour que ce ne soit pas RGPD, il faudrait que ça s'arrête à partir du moment où l'utilisateur lui-même serait tenté de fournir des données personnelles. Ce n'est pas le cas pour les raisons techniques pour le moment, mais ils sont en train d'y travailler. Donc ça, la protection des données, c'est le premier élément important. Deuxième élément important, la transparence. On nous invite, dans le cadre d'usage, à signaler toute utilisation de l'IA. Là aussi, on a du travail. Parce que, en fait, ce cadre d'usage, il s'applique évidemment aux élèves, comme aux enseignants, comme à tout personnel travaillant dans le domaine de l'éducation. Et il faudrait qu'on commence à prendre l'habitude de dire tout simplement quand on a utilisé l'IA. Voilà. Et donc, pour ça, vous avez des petits logos qui commencent à apparaître. Je vous en propose ici un exemple qui est probablement celui qui s'est le plus diffusé ces derniers mois. C'est une création de Martin Peters qui nous propose une catégorisation en 3, non-utilisation de l'IA, utilisation, modérée, de l'IA, partielle de l'IA ou, document totalement créé, par une IA. Et donc, moi j'essaie, alors pas tout le temps, mais j'essaie autant que faire se peut, de mettre ces logos, y compris sur des documents, que je donne à mes élèves, des évaluations que je co-crée avec une intelligence artificielle. Je le dis, on leur dit qu'il y a pas de problème avec ça, à partir du moment où on est honnête d'un point de vue intellectuel et qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, mais qu'on a gardé quand même une main sur la production, finale. Troisième préconisation à l'intérieur de ce cadre d'usage, la question de la sobriété numérique et de l'esprit critique. Et donc là, on a du travail. Voilà. Là, clairement, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à gérer ces outils d'intelligence artificielle et les utiliser à bon escient
quand ces outils ont une valeur ajoutée, par rapport à d'autres outils. Et donc ça, c'est des choses, qu'on va devoir, travailler, d'ailleurs dans plusieurs sous-pistes. C'est-à-dire que la sobriété numérique, on pense à la question environnementale, et ça, c'est vraiment, vraiment important et on n'est pas au clair là-dessus et nos élèves, pour le moment d'ailleurs, ne sont pas totalement au clair là-dessus. On a développé, donc ça, c'est dans le 2e ouvrage qu'on a coécrit avec Julien Crémou, on a développé une activité, destinée aux élèves pour les amener à réfléchir à cette question de sobriété énergétique, à partir du moment où nous, on a commencé à observer nos élèves utiliser les IA génératives pour tout et n'importe quoi. Et moi, le moment où je m'en suis rendu compte, c'est à la rentrée 2024, de septembre 2024, avec mes nouveaux élèves de seconde. Avant, on a découvert les IA ensemble, donc on a co-appris ensemble, on a développé une culture ensemble, mais mes nouveaux élèves de seconde, en septembre 2024, eux avaient appris seuls et ils venaient avec des usages qui s'étaient déjà installés sans que j'ai pu en discuter avec eux. Au mois de septembre, je leur donne une activité sur Périclès, en l'occurrence, et comme régulièrement, je leur dis: «Bah, vous avez le droit de sortir vos téléphones, de faire des recherches complémentaires pour réaliser cette activité». Et là, je me rends compte que j'ai des élèves qui utilisent une IA générative pour faire de la pure recherche d'informations. Et là, en l'occurrence, c'est les dates de naissance et de mort de Périclès. Et là, moi, ça me pose un vrai gros problème. Un problème méthodologique, un problème intellectuel, c'est-à-dire ça pose le problème du rapport à la source, du rapport à la vérité. Et donc là, moi, j'ai posé tout en leur disant: «Stop, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse». Et donc avec Julien, on a créé une activité où on dit: «Bah, finalement, ça s'apprend». Et donc l'activité, en l'occurrence, qu'on a développée pour les collègues du premier degré est de dire, euh, vous posez une question dans une salle de classe, exemple, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Avant que les élèves ne répondent à cette question et ne cherchent la réponse, vous leur dites, en fait, le premier acte que vous devez faire, c'est vous demander comment répondre à cette question. Et là, on liste au tableau avec les élèves. Bah déjà, peut-être qu'on l'a déjà appris. Auquel cas, on peut chercher dans sa mémoire. Ensuite, peut-être qu'on a quelqu'un autour de soi qui a l'information. On peut demander à quelqu'un. Ensuite, on peut aller chercher dans des livres, on peut aller chercher dans un moteur de recherche. Et enfin, on peut aller chercher auprès d'une intelligence artificielle générative. Une fois qu'on a donné ces 5, on a listé avec les élèves ces 5 possibilités, et ben, on crée 5 équipes et on leur dit: «Allez-y, faites la recherche avec ces 5 méthodes différentes et vous remplissez un tableau. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui est le plus fiable? Qu'est-ce qui est le plus sobre d'un point de vue environnemental?» Et donc, ils commencent à chercher des informations, ils réfléchissent, et ensuite on corrige et on met en commun ce tableau. Et là, moi, j'en arrive à la conclusion que bah, chercher les dates de Périclès, bah, c'est peut-être plus rapide sur une intelligence artificielle générative, mais alors par contre, en termes de fiabilité de l'information, non, puisque je n'ai pas la source. Je suis obligé de croire sur parole une IA générative. En termes de sobriété numérique, écologique, bah, ça ne va pas non plus. Donc ça veut dire que probablement, ce n'est pas le bon outil ici pour cette question. Et donc là, je ne suis pas en train de condamner les IA génératives. Je ne suis pas en train de me mettre en posture morale en disant aux élèves c'est bien ou c'est pas bien. Je leur dis juste réfléchissez, il y a le bon outil pour chaque problème. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a un petit peu avancé sur le sujet. Donc voilà sur les différentes choses possibles. Et d'ailleurs, pour pouvoir calculer l'empreinte écologique des IA génératives, on a des premiers indicateurs qui commencent à arriver, les outils qui arrivent, et c'est notamment l'outil Comparia qui a été développé par le ministère de la Culture, et Zita Science qui vous propose, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et qui vous propose des indicateurs sur la consommation énergétique. Dernier point, le plus rapide, bah, la plus-value pédagogique. Dans ce cadre d'usage des IA dans le domaine de l'éducation, évidemment, nous, en tant qu'enseignants, on nous dit: «Il va falloir réfléchir à la plus-value pédagogique», et ça va être ce dont on va devoir parler dans les prochaines minutes. Du coup, quel intérêt effectivement d'introduire ces outils dans la classe? Alors, l'intérêt, il est multiple, et on pourrait, quasiment consacrer déjà tout l'après-midi à ça. Moi, j'ai essayé de me limiter à 3 indicateurs, 3 enjeux qui me semblent les plus importants, en disant que, bah, évidemment, ces enjeux, c'est ceux qui, moi, me travaillent en ce moment, dans le secteur, de l'éducation. Mais je voudrais pas, laisser penser que rien ne se fait.
On a des parcours PIX qui ont été annoncés et qui sont en cours de déploiement. On a de la formation continue qui se met en place. On a des webinaires, beaucoup de formations qui est proposée par le réseau Canopé notamment. Donc, il y a des choses qui se font, mais il y a quand même des enjeux, des dossiers qui, à mon avis, pour le moment, ne sont pas assez travaillés. Le premier, dans le domaine éducatif, c'est la question de l'illusion de connaissance. Alors comme toujours, hein, vous m'entendrez souvent dire qu'il y a rien de nouveau autour de l'intelligence artificielle. L'IA est juste là pour mettre en valeur des dossiers qui étaient sous-jacents. Et donc là, cette illusion de connaissance, c'est quelque chose qui est, récurrent quand on est enseignant. On a régulièrement des élèves, qui ont l'impression de comprendre, qui ont l'impression de savoir et puis quand on les interroge, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne savent pas. Ça donne lieu souvent à des discussions sans fin avec des parents qui nous disent: «Mais si, on vous assure, il ou elle a travaillé 3 heures sur sa leçon, il la savait, il est resté à son bureau et il a travaillé». C'est «Bah, oui, mais monsieur, madame, moi le résultat, c'est quand je lui pose des questions, il n'est pas capable de répondre à ces questions». Donc ça ne veut pas dire la lecture du cours, le surlignage du cours, le fait de faire des fiches qui souvent consistent à transcrire sur une fiche Bristol ce qui est déjà écrit dans le cahier, ça ne n'équivaut pas à apprendre. Par contre, ça a permis à votre enfant d'être dans l'illusion de la connaissance. Il a fait quelque chose et il avait l'impression que ça suffisait pour savoir. Or, en l'occurrence, ça suffit pas. L'intelligence artificielle démultiplie ça. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, un élève peut demander à une intelligence artificielle, tout ce qu'il veut, de réexpliquer une notion, de poser quelques questions et quand il va lire les réponses, bah, il va avoir l'impression de savoir. Parce qu'en plus, ça va être, développé avec des mots et avec une longueur qui lui parle à lui. Maîtrise-t-il pour autant ses connaissances? Pas plus. Donc voilà, ça a tendance plutôt à confirmer l'illusion de connaissance et ça, à mon avis, d'un point de vue éducatif, on a quand même du travail. Ensuite, il y a également un enjeu quasiment politique autour, des inégalités socio-scolaires. Sans vouloir s'auto-flageller, on sait que le système scolaire français est l'un de ceux qui ne parvient pas à réduire ces inégalités socio-scolaires. Voilà, on est un des pires de l'OCDE, et on sait aussi par ailleurs, grâce à une bibliographie foisonnante, que les outils numériques ont tendance à aggraver cette situation. Pourquoi? Bah, parce que très rapidement, ces nouveaux outils numériques réussissent à être accaparés par des élèves, par des familles qui savent en tirer le bénéfice pour aller encore plus loin, tandis que d'autres élèves vont utiliser ces outils numériques comme un outil de substitution à leur travail, à leur réflexion. Et donc, on creuse les inégalités socio-scolaires. Pour l'intelligence artificielle, ça y est, on a une première étude qui a été publiée le 15 octobre 2025, une étude de Cédric Naudet qui nous montre que c'est exactement le cas. Voilà, il a fait une étude dans un lycée et sur un panel de plusieurs dizaines d'élèves avec des entretiens semi-directifs. Il a réussi à montrer que globalement, les IA augmentaient les inégalités socio-scolaires à l'intérieur de cette population des lycéens. Donc ça, il va falloir qu'on s'en empare. Il va falloir qu'on s'en empare sérieusement et éviter de reproduire les erreurs qu'on a pu faire avec d'autres outils numériques, avec Internet, avec les traducteurs automatiques, dont on n'a pas réussi à tirer les bénéfices. Et le troisième et dernier enjeu qui m'inquiète beaucoup et qui inquiète beaucoup les parents, c'est la question de la santé mentale de nos élèves et donc des risques psychosociaux liés aux usages de ces IA génératives. Alors là, on a très peu d'études, dans le monde francophone. Donc là, moi, je vais chercher des sources plutôt dans le monde, anglo-saxon. Aux États-Unis, on a une étude qui a été publiée là cet été, 2025 qui nous dit que 72 des adolescents américains déclarent avoir déjà utilisé un compagnon IA. Et un compagnon IA, c'est pas une IA, c'est un ami virtuel. C'est-à-dire, ils transforment, alors parfois ils utilisent ChatGPT comme un confident, mais sinon vous avez aussi des services qui s'appellent notamment Character AI ou l'IA dans Snap, énormément utilisé par les adolescents, euh, qui est un compagnon, c'est-à-dire qui ne discute pas que d'affaires scolaires et qui n'est pas que là pour répondre à des questions factuelles. Et donc 72% utilisent l'IA de cette façon. 51% disent y avoir recours au moins une fois par mois
et 31% déclarent que ces échanges sont aussi, voire plus satisfaisants qu'avec les échanges de leurs vrais amis réels. Un tiers disent déjà qu'ils préfèrent parler à ses amis virtuels plutôt qu'à des gens réels avec qui ils partagent le quotidien. Alors même si on n'a pas ces chiffres pour la France, en fait, l'étude qui a été menée par les cahiers pédagogiques en début d'année montre déjà le développement de ces usages. Voilà, on a déjà dans cette étude des élèves qui nous disent qu'ils discutent avec ces IA le soir pour débriefer la journée, pour poser des questions sur leurs relations sociales, sur leurs relations amoureuses. On a beaucoup de jeunes garçons qui demandent des conseils de drague à l'IA. Ça peut faire sourire quand on voit les réponses qui sont proposées par l'IA, sur ce genre de questions, c'est vraiment coûteux. Voilà, parce que les réponses, elles sont pas neutres. Elles sont vraiment pas neutres et il y a des questions de genre qui sont gigantesques, sur ces dossiers. Donc là-dessus, moi, je suis très inquiet et puis ensuite, ben, sans vouloir vous inquiéter, mais évidemment, on en a parlé, donc il faut qu'on en parle, ça conduit derrière à des catastrophes. On a des jeunes gens qui se sont suicidés, suite à l'utilisation de ces IA génératives parce que parfois ces IA, elles déraillent et donc on a, des amis virtuels. Ces adolescents ont développé des relations tellement fortes avec ces amis virtuels, qu'à un moment donné, ils considèrent que c'est leur plus grand ami et qu'ils doivent le rejoindre. Et parfois, la réponse de l'IA est de dire: «Bah, si tu veux me rejoindre, il faut que tu quittes ce monde réel». Traduction dans la tête d'un adolescent, bah, quitter ce monde réel, c'est se suicider. Alors, je voudrais néanmoins, quand même, rappeler qu'on ne parle pas que des adolescents, c'est aussi dramatique chez les adultes. Et donc vous avez, énormément de documents ici qui vous montrent, et vous pourrez, aller consulter et approfondir, qui montrent que, des adultes, ne sont pas à l'abri, de tout ceci, et que certains développent, des troubles, psychologiques, très, très inquiétants et une question de santé mentale, qui doit nous alerter dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, sans transition aucune, hein, on va pas parler de santé mentale par rapport aux enseignants, mais les enseignants et cet usage de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en conclus aujourd'hui et quelles sont les orientations? Alors là aussi, énormément d'enjeux à développer, mais on va essayer d'en garder droit, de manière équilibrée comme avec les élèves. Moi je considère qu'il va falloir, très prochainement, réfléchir au contenu des enseignants. Alors rien de nouveau. Moi la dernière fois que je suis venu, dans cette librairie, Canopé, c'était, pour, des formations, sur les classes inversées. Donc j'étais venu faire des formations ici sur la question des classes inversées et j'avais utilisé exactement les mêmes propos. C'est-à-dire que, ces réflexions autour des classes inversées, elles viennent parce qu'on se rend compte que nos élèves ont développé de nouveaux rapports au savoir en raison d'un nouveau contexte technologique et culturel qui est le nôtre depuis 20 ans. Internet est arrivé, les tablettes sont arrivées, les téléphones portables sont arrivés et de plus en plus, on a en face de nous dans les salles de classe des adolescents qui nous disent: «Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de, bon, d'histoire, à quoi ça sert de passer 10 heures à parler de la Révolution française? Concrètement, je suis prêt à vous suivre, mais pour le moment, c'est pas ma préoccupation première. Alors par contre, on pourrait parler des conflits israélo-palestiniens, on pourrait parler de ce qui se passe aux États-Unis, et cetera. Ça m'intéresse». Et donc tout notre défi est de leur montrer, que, évidemment, il va falloir qu'on discute de Révolution française pour avoir les outils intellectuels qui ensuite nous permettront de penser des conflits contemporains. Mais quand on parle à un bébé, c'est quand même pas si facile que ça, et on ne réussit pas toujours à les convaincre. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Mais encore une fois, on a démultiplié cette problématique. On a des élèves qui nous disent: «Mais pourquoi vous voulez qu'on passe autant de temps à faire tel ou tel exercice?» Et encore une fois, dans ma discipline, la dissertation. Et ben, jusqu'à présent, hein, j'avais des réponses. J'avais des réponses en leur disant: «Mais si tu fais enfin, le but est d'apprendre à argumenter, le but est d'apprendre à écrire parce qu'ensuite il va falloir que tu développes ta pensée critique». Aujourd'hui, il faut être clair, hein, un prompt, basique sur une intelligence artificielle est capable de faire une dissertation. Alors là, j'anticipe tout de suite la réflexion de certains enseignants qui auront raison. Ils disent: «Ouais, en fait, concrètement, voilà, on voit bien que c'est pas parfait, que c'est il y a toujours des choses à redire». Oui, je suis totalement d'accord avec moi. Bac+5 en histoire-géographie. Par contre, quand je lis les copies de mes élèves
Et quand je regarde ce qu'une IA est capable de produire, bah, l'IA, elle est au-dessus de ce que mes élèves en lycée sont capables de produire. Voilà. Donc on peut, nous, se faire plaisir en tant qu'enseignants, en se disant: «Ah oui, mais quand même, c'est pas parfait». Oui, c'est vrai. Mais imaginez à la place de ces adolescents à quel point c'est décourageant. Et là aussi, on a des études qui le montrent. Ils sont en train de développer un espèce de complexe en se disant: «Mais à quoi ça sert que je sue autant à essayer de faire une dissertation, un exercice très académique dont je ne vois pas vraiment l'utilité pour ma future vie professionnelle, alors même que, en fait, un algorithme est capable de le faire à ma place en seulement quelques swipes». Bon, bah, il va falloir qu'on repose tout ça sur la table. Alors, il y a des institutions, hein, qui, en France, travaillent là-dessus. Et d'ailleurs, notre ministère lui-même travaille là-dessus. Vous avez ici une saisine de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, en mars 2024, qui a demandé au Conseil supérieur des programmes de réfléchir à tout ça. Ensuite, vous avez le CNESCO, qui s'est emparé de ces sujets et qui, l'année dernière, en novembre 2024, a organisé sa grande conférence de consensus sur les nouveaux savoirs et nouvelles compétences des jeunes. Et donc, vous avez, parmi toutes les propositions, celle de Pierre-Yves Oudéa, qui moi m'a particulièrement intéressé, et qui nous dit que, bah, oui, évidemment, il va falloir qu'on repose la question des programmes, au regard de notre nouveau contexte culturel et technologique. Vous avez d'ailleurs le sujet qui est évoqué dans le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et vous avez d'ailleurs des nouveaux programmes qui commencent à être publiés et qui commencent un petit peu à introduire ces questions. C'est le cas en langue, puisque là, les programmes ont été publiés et commencent à être mis en application. Ça commence là à apparaître dans de nouveaux programmes, mais qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Donc le sujet est ouvert. Une fois qu'on a revu les programmes, il va falloir qu'on parle du dossier de l'évaluation. Et donc, bah, effectivement, ici, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on évalue des productions qui aujourd'hui, de toute façon, vont pouvoir être réalisées avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que le but n'est plus d'évaluer la production finale, mais d'évaluer le processus qui mène à cette production. En fait, c'était plus intéressant de savoir comment ils en arrivent là. Et mais pour l'instant, on le fait très peu, hein, en fait. Observer en cours de réalisation une production, on le fait très peu. Là, on va être obligé. On va être obligé de le faire et c'est peut-être là qu'on va gagner ce combat en leur montrant que, bah, que ce qui compte, c'est le chemin pour arriver au résultat et pas nécessairement le résultat. Et le dernier point qui me semble important à discuter entre enseignants, bah, c'est la façon dont on va parler de l'intelligence artificielle avec nos élèves. Et donc, pour le dire avec des gros mots, de se poser la question de l'enseignement d'une littératie de l'IA. C'est-à-dire pas seulement la façon dont on peut s'emparer de ces outils, mais la façon dont on peut réfléchir à ces outils. Comment fonctionnent-ils? Faut-il les utiliser tout le temps pour toutes les tâches, etc. Et donc là aussi, hein, on a des réflexions qui sont menées à l'échelle internationale. Vous avez un référentiel des compétences en IA pour les apprenants qui a été publié il y a quelques mois. Au passage, il y a également le référentiel de compétences en IA pour les enseignants qui est disponible et qui est très intéressant. Et puis, vous avez différentes académies qui commencent à s'y mettre. Et donc, François a mentionné tout à l'heure le fait que dans mon établissement, c'est quelque chose qu'on a créé. Voilà, on a créé un module complet, un enseignement de 6 heures qu'on a mis en œuvre auprès de l'ensemble de nos classes de seconde, c'est-à-dire un petit peu plus de 400 élèves. Alors, on va rentrer dans le monde pratique maintenant. Une petite, peut-être quelques présentations d'usage et concrètement, comment peut-on utiliser ces outils pour, déjouer les pièges de l'IA? Alors, je me suis amusé ici à me dire que, en tant qu'enseignant, quand on prépare un cours, on passe par différentes étapes obligatoires. On lit le programme, on prépare, sa fiche séquence, on prépare un programme cohérent, une programmation et cetera. Alors je vais évidemment pas, pouvoir tout développer parce que, bah, ça, c'était l'objet du 1er ouvrage, et donc, bah, il y a plus de 50 prompts qui sont disponibles. J'ai essayé, de sélectionner quelques prompts à l'intérieur de l'ouvrage, qui me semblent particulièrement intéressants. Le premier, c'est, l'idée de construire une séquence pédagogique. Alors je le fais parce que c'est quasiment un passage obligatoire, mais en vous disant qu'en fait, bah, c'est a priori celui que moi j'ai le moins envie d'utiliser. Pourquoi? Bah, parce que je considère qu'en fait, c'est le geste professionnel que je n'ai absolument pas envie de laisser une intelligence artificielle. Mon cours, c'est mon cours et en fait, je considère qu'il y a un morceau de moi dans la création de ce cours
Et encore une fois, troisième point, je le dis en 40 minutes. Rien de nouveau dans cette histoire. C'était déjà ce qu'on disait sur les séquences toutes faites, toutes prêtes, qui sont diffusées, publiées sur les sites académiques, sur des sites de mutualisation. Vous avez les enseignants qui, parfois se disent: «Bah, c'est facile, hein, je vais aller télécharger une fiche et je vais la mettre en œuvre». Quand on va visiter les classes et qu'on va faire des inspections, conseils auprès des collègues, on se rend compte que c'est toujours une catastrophe. Parce que on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de s'approprier. Ça donne rien de bon, voilà, et on le sent, bah, là, tout de suite, hein, quand on observe, quand on se met au fond d'une classe. C'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Voilà. Vous pouvez avoir, un joli prompt qui va vous permettre un de faire une séquence, un plan de séquence, et dans la réalité, ça donnera rien de bon. Si vous ne le retravaillez pas après, si vous ne prenez pas le temps de vous l'approprier et de vous l'individualiser. Alors néanmoins, bon, bah, ça existe, et moi je le travaille parce que ça permet de gagner du temps, ou ça permet de dépasser le syndrome de la page blanche. Et donc pour des jeunes collègues, ça peut, donner une première trame. Alors là, moi, je vais commencer, puis après je vais vous donner des exemples, sur d'autres disciplines et puis sur d'autres niveaux scolaires. Mais là, je commence, ici avec voilà, ma discipline que je connais bien, parce que je veux vérifier la validité. J'en profite ici pour vous dire que moi, je vais faire la démonstration devant vous, mais vous avez un petit QR code ici, que vous pouvez scanner et arriver immédiatement sur un document, où vous pouvez avoir, copié-collé le prompt et tous les prompts que je vais vous présenter, et vous pouvez faire le test en temps réel, hem, avec votre discipline, avec votre niveau d'enseignement, de façon à ce qu'après on puisse en discuter ensemble, voir ce que vous avez obtenu. Moi, je vais vous montrer un exemple, mais il serait intéressant de pouvoir regarder les différents exemples les uns par rapport aux autres. Alors, je vais le copier-coller, copier ça, hop, je vous le remettrai après, hein, tout à l'heure, le QR code. Je vous explique, du coup, pendant qu'il est en train de réfléchir, ce que ça donne. Je souhaite que tu te mettes dans la peau d'un enseignant expérimenté en histoire en France. Très important. En France, c'est important, parce qu'on n'enseigne pas l'histoire de la même façon en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'au Canada. Et que tu me prépares une séquence d'enseignement sur le chapitre «L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde». Cette séquence devra être adaptée à des élèves de seconde âgés d'environ 15 ans. Pourquoi je dis ça? Bah, pareil, attention aux biais culturels. Si je lui dis un élève de seconde, il sait globalement ce que c'est. Mais vous savez qu'en France, on compte à l'envers par rapport aux autres systèmes scolaires. Donc ici, je lui dis attention, seconde et 15 ans, pour lui donner le plus d'informations possible pour avoir la réponse la plus adéquate possible. Ensuite, cette séquence devra être organisée en 5 séances d'environ 50 minutes chacune. Cette séquence devra permettre d'acquérir les connaissances suivantes listées dans les programmes officiels fournis en pièce jointe. Cette séquence devra permettre de travailler les compétences suivantes. Là, en l'occurrence, j'ai choisi l'étude critique de documents. Cette séquence devra proposer différentes situations d'enseignement adaptées à la discipline, à la thématique et au niveau de classe mentionné ci-dessus. Alors évidemment, ici, si on voulait être complet, il faudrait lui donner en pièce jointe le programme, ou vous, avant, faire la lecture du programme pour lui dire: «En fait, j'ai envie de parler de telle personne, telle, donnée, telle date». Donc en fait, il y a tout un travail de lecture du programme et de sélection du programme que vous lui donnez après pour avoir une trame de séquence. Et du coup, voilà ce qu'il me fait. L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Donc il vous dit que, alors, vous allez voir après pourquoi il dit ça. C'est-à-dire que approche, pédagogie explicite, intégration de la CUA, entraînement progressif à l'étude critique de documents. Bon, je suis sur mon compte. Il me connaît bien. Voilà. Parce qu'effectivement, ce que je fais devant vous, hein, je vous mens pas, hein, c'est ce que moi je fais au quotidien, hein. Donc en fait, moi j'utilise beaucoup, l'enseignement dit explicite, la conception universelle de l'apprentissage, et donc au bout d'un moment, il l'a intégré dans mon historique, et il sait quand je lui demande de retravailler une séance, je vais avoir besoin, moi, de conception universelle de l'apprentissage à l'intérieur, sinon je lui dis que ça ne va pas. Donc il l'intègre obligatoirement tout de suite. Et donc ensuite, il me fait une proposition. Donc voilà, je lui ai demandé 5 séances, me donne ces 5 séances. Il me liste les objectifs de connaissances, les objectifs de compétences, les types de situations. Donc je vais avoir plusieurs situations pédagogiques pour avoir une forme de diversité. Et puis après, il me fait la progression détaillée, séance par séance. Voilà. Bon, je vais pas, vous détailler tout ça, hein, mais il y a déjà une belle base. Alors moi, ensuite, une fois qu'on a fait cette base, bah, je voudrais vraiment insister sur le fait que, vous ne devez surtout pas vous contenter de cette première version.
Toujours se dire que c'est une première version. Alors ça, c'est en train d'avancer, puisqu'on est tous en train de monter un peu en compétences autour de l'intelligence artificielle. Mais je vous assure que moi, pour former des collègues depuis 3 ans, au départ, la réaction, c'était «Oh, c'est génial, je copie-colle et j'utilise». Ou alors «Ouais, bof, tu vois, finalement, ton outil, il est pas si extraordinaire. Allez, je retourne à mes vieux manuels». En fait, non, dans les 2 cas, ça me va pas. C'est jamais génial, c'est jamais totalement adapté à qui vous êtes et à votre situation d'enseignement et c'est jamais bof. Quand c'est bof, vous lui dites. Vous lui dites tout simplement: «Bah, là, regarde sur la séance 3, je trouve que la cohérence avec la séance 2, ça va pas. Est-ce qu'on pourrait retravailler cette transition pour avoir vraiment, un alignement curriculaire, au regard de l'évaluation que j'ai prévue?» Enfin, utilisez-le, comme un expert pédagogique et c'est la raison pour laquelle, voilà, je vous dis aussi qu'il va falloir faire très attention aux biais. Et alors là, moi, je suis aussi ravi parce qu'on a enfin aussi une étude qui a été publiée cet été. Alors je l'ai transférée là sur mes réseaux sociaux, la semaine dernière, il me semble et elle a beaucoup, beaucoup circulé. Enfin, on a une étude qui montre quelque chose que moi j'explique aux collègues depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire que n'oubliez pas que ces outils ont été développés dans un monde anglo-saxon et donc les approches pédagogiques qui étaient proposées, elles correspondent difficilement au contexte français. Et là, on a une étude vraiment sérieuse qui nous montre que, bah oui, les propositions de ces IA génératives, elles favorisent plutôt un enseignement qui est centré sur l'enseignant, plutôt magistral, voire dialogué. Les pédagogies actives, bof, pas souvent, pas énorme, etc. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas bon ce qu'on propose, sauf à faire un vrai bon prompt où vous lui dites qui vous êtes et ce que vous voulez. Et donc là, moi, la conséquence de tout ça et la conclusion de tout ça, c'est qu'on va évidemment pas remplacer notre expertise professionnelle par une intelligence artificielle. Ces IA ne sont pas des enseignants, ils n'ont pas été formés dans des INSPE, ils ne savent pas ce que c'est qu'enseigner. Ils vont vous fournir des choses qui sont issues des archives d'Internet, mais dans les archives d'Internet, bah, on a des pratiques pédagogiques qui aujourd'hui sont dépassées. Et donc le résultat est pas très bon. Donc on risquerait d'avoir un recul pédagogique si on ne fait pas de bons prompts et si on s'appuie beaucoup trop sur ces outils. Et donc on a des vraies études aujourd'hui, tu nous montres. Et puis ensuite, bah, du coup, une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais vous dire que vous pouvez l'utiliser comme un partenaire pédagogique, comme un expert pédagogique. Et moi, c'est comme ça que j'utilise. Le premier, je l'utilise quasiment pas. Mais par contre, celui-ci, je l'utilise au quotidien. Parce que bah, je suis parti de ces vieux profs qui ont un peu de mal à retourner en cours chaque année, en proposant les mêmes choses. Voilà, je me considère que chaque année, il y a toujours un truc à améliorer, donc j'y consacre pas non plus des heures et des heures, mais je me dis qu'il y a toujours un petit truc à changer et puis ne serait-ce que pour pas s'ennuyer et c'est comme ça que moi je l'utilise. Alors là, je vous propose un prompt, basique. Je souhaite que tu agisses comme un enseignant expérimenté, donc là j'ai remis en histoire, en France, reconnu pour ton approche pédagogique innovante, relie et améliore la proposition de cours ci-dessous. Et donc là, on lui demande de relire et de vérifier la clarté, la structure, l'engagement des apprenants, donc pédagogie active, et la cohérence pédagogique, l'alignement avec les objectifs d'apprentissage et d'accessibilité, ce qui nécessite de lui avoir donné avant. Donc de savoir qu'en fait, on est censé avoir des objectifs pédagogiques bien explicités. Ça, c'est celui que je vous donne à vous pour que vous puissiez le réutiliser et vous l'approprier. Je vous montre quand même très vite fait celui que moi j'utilise au quotidien. Mais qui m'est personnel. Donc vous serez peut-être pas en accord avec tout ça, mais moi, c'est cette année ce que j'ai envie de travailler avec mes élèves. Et donc effectivement, on retrouve la clarté, la structure, l'engagement des apprenants, la cohérence pédagogique, le temps. Une question du temps. Et ensuite, moi, je veux que chaque séance commence avec un hook, avec une phrase d'accroche, quelque chose qui va éveiller la curiosité de mes élèves. Je veux que chaque séance se termine avec un petit moment d'interrogation des élèves pour vérifier qu'ils ont bien compris ce qui a été fait pendant la séance, ce qui me permet, moi, de récupérer de l'information pour pouvoir éventuellement revenir après, sur la séance d'après, vers ce qui n'aurait pas été compris. Donc voilà, ça c'est vraiment très personnel, mais c'est pour vous montrer ce à quoi vous pourriez arriver. À partir du premier prompt que je vous ai donné, vous allez l'enrichir petit à petit pour arriver à qui vous êtes. Quels sont vos objectifs pédagogiques? Donc voilà sur la première étape. Et sur la différenciation pédagogique, à notre place?
La différenciation pédagogique, alors, on a voulu en parler parce que c'est la principale demande. Et c'est normal, c'est quand même un gros sujet dans l'éducation nationale depuis quasiment 10 ans. On a une forte volonté politique et c'est une très bonne chose, de favoriser l'inclusion à l'intérieur de nos classes. Sauf que vous savez très bien que ça donne lieu à des tensions. Parce que d'un côté, on nous dit: «Il faut accueillir tous les élèves, quels que soient leurs besoins, particuliers». Mais d'un autre côté, bah, on n'a pas arrêté d'augmenter le nombre d'élèves par classe, on n'a pas baissé le temps d'enseignement et donc au bout d'un moment, ça craque. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, on m'a beaucoup sollicité pour voir ce que l'intelligence artificielle, pouvait proposer en ce sens. Alors avant de le faire, avant de vous donner cet outil, heu, moi il me semble important quand même justement de rappeler ce discours, politique, en expliquant, en rappelant le contexte, en rappelant la réalité. 42 heures, c'est le nombre d'heures de travail par semaine d'un enseignant en période scolaire. Alors d'ailleurs, la TEP, je n'ai pas mis à jour, la TEP vient de ressortir là un rapport il y a 15 jours, on est à 41h30. Mais 41h30, je vous rappelle que le temps de travail légal, hebdomadaire en France, il est de 35 heures. Voilà, Il y a un gain grâce à l'intelligence artificielle ou pas? je suis pas sûr. Mais donc voilà, 42, 41h30, 22-26, c'est le nombre d'élèves par classe, premier degré, second degré. Ça vous semble peut-être bas par rapport à votre réalité du terrain, c'est normal, c'est une moyenne. Il y a les groupes en langue là-dedans, il y a, les classes rurales, il y a, voilà, plein de choses qui font que c'est peut-être un peu moins que la réalité que vous vivez au quotidien. Il n'empêche que même en prenant ces chiffres, 22-26, on est le pays de l'OCDE qui a les classes les plus chargées. Voilà. Et enfin, 3,5, c'est le nombre de jours de formation professionnelle des enseignants par an, avant la dernière réforme qui explique que quand même la formation des enseignants, ça doit se faire en dehors des heures de face à face avec les élèves et donc le mercredi après-midi, le soir en webinaire et cetera. On n'a pas le nouveau chiffre depuis que ça s'est passé. Par rapport à nos collègues de l'OCDE, nos collègues de l'OCDE sont à 8 jours par an. Et par rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A dans d'autres secteurs, eux, ils sont à 6 jours par an. Nous, dans l'éducation nationale, alors qu'on nous explique qu'il faut qu'on soit alerte sur le contexte, il faut qu'on soit à jour sur les nouvelles problématiques que rencontrent nos élèves de santé mentale, de compétences psychosociales, etc., 3,5 jours par an. L'idée, en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon message. Je ne suis pas là pour vous dire que la solution, c'est l'IA. La solution, c'est de miser sur l'humain. D'abord, au moins autant, si ce n'est plus, sur l'humain. Donc, je voudrais surtout pas que vous repartiez de cet après-midi en pensant, je vous explique que l'IA va résoudre tous nos problèmes. Parce qu'en fait, pour gérer ces besoins particuliers, moi, je considère au contraire qu'on va peut-être gagner du temps. Et voilà, comme tu le disais, on va peut-être gagner du temps sur certains gestes professionnels. Il faut que ce temps gagné puisse être mis au service d'un accompagnement beaucoup plus proche du terrain et beaucoup plus proche des élèves. Voilà, donc ceci étant dit, et ben après, on continue à se former sur ce que c'est qu'un élève à besoin particulier, à besoin éducatif particulier. On se forme à la différenciation pédagogique parce qu'encore une fois, l'IA n'est pas capable de le faire. Si vous n'avez pas le bon prompt, l'IA ne saura pas le faire. Et donc, on se forme, on lit des ouvrages dans le sujet. Je ne doute pas que vous trouverez certains de ces ouvrages dans cette librairie. Et ensuite, ben, on peut créer un prompt. Et donc là, vous avez un exemple de prompt pour la différenciation pédagogique en regard d'un élève présentant des troubles 10. Ta tâche est d'adapter l'exercice ci-dessous afin d'éviter une double tâche, de reformuler les consignes en explicitant le vocabulaire, de segmenter les écrits. Cet exercice devra être adapté pour un élève de quatrième âgé de 14 ans. Et donc, voici l'exercice. Là, je passe en collège, je passe en lettres, et voici ce que ça pourrait donner. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, pendant qu'il cherche, je vous explique. Qu'est-ce que j'ai fait là pour créer ce prompt? Bah, j'ai passé un coup de fil à Isabelle Ducos-Philippi, qui est une des 2 autrices des ouvrages que je vous ai présentés en disant: «Bah, voilà, j'ai un élève qui a une, dysgraphie, et une dysorthographie. Tu le connais pas, c'est un élève imaginaire.
donne-moi les conseils de base qu'il faudrait mettre en application. Et voilà, elle m'a dit, bah, il faut faire ça, 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 ça. Et globalement, ce serait bien d'ailleurs de le faire pour tous les élèves. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit ce prompt. Mais évidemment, encore une fois, va falloir le personnaliser, ce prompt. Parce que aucun élève à besoin particulier le ressemble à un autre élève à besoin particulier. Donc, d'où l'intérêt des PAP, PAI, projets d'accompagnement divers et variés. C'est là qu'on va recueillir de l'information pour savoir qui est cet élève et de quel étayage cet élève a besoin. Et donc, une fois que vous avez fait ça, voici le résultat. Donc, il me dit je supprime l'injonction en une seule phrase qui crée une surcharge cognitive majeure. Je propose une reformulation progressive avec un exemple simplifié. Je précise une consigne d'aide orale. Et donc, voilà la consigne retravaillée. Un exemple simplifié, la consigne segmentée et explicitée. Lis l'exemple ci-dessus lentement, choisis ce que tu veux décrire, paysage, etc., etc. Aide possible. Et voilà, des petits conseils. Et c'est les réactions? S'il y a des profs de lettres? On va pas prendre de notes. En réaction, ouais. Oui, non, je trouve ça très intéressant. Alors, il se trouve que moi, j'ai quitté la classe depuis un petit bout de temps, hélas, et que ces perspectives-là n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on m'a balancé la phrase de Proust et démerde-toi avec ça, gamin. Je caricature enfin un petit peu. Donc, je trouve ça très intéressant, notamment cette segmentation et cette temporalité qui est de partager, de donner tous les moyens qui évitera à l'élève en difficulté d'écriture d'arriver à ses fins. Je le dis d'autant plus facilement, c'est qu'en plus d'être prof de lettres, je suis papa de dyslexique. Et ça loue beaucoup. Et que dans le monde de l'université, faut tout refaire. Alors, mais ça n'était pas une critique, donc je vais m'autocritiquer. Moi, ça me pose un problème avec Résultat. Pourquoi? Bah, parce que vous avez un élève 10 là, hop, je retourne ici. Vous avez un élève 10, donc un élève qui a quand même une petite difficulté avec la lecture et l'écriture, hein. La consigne de départ, c'était ça, voilà, extrait de Marcel Proust et une consigne simple, claire, nette et précise. Cet élève, il se retrouve avec ça. Bon, bah, en gros, le temps qu'il lise la consigne, le temps de travail est déjà terminé. C'est pas idéal, hein. Alors en fait, pourquoi? Beh, parce que ChatGPT en fait trop. Et donc il vous donne des aides, il vous donne des reformulations, il vous donne plein de choses. Moi là-dedans, je prends pas tout, hein. En fait, je fais une sélection de ce que j'ai envie de prendre, parce que si je donne tout ça à mon élève, à un moment donné, je vais perdre. Donc oui, ne jamais perdre son expertise professionnelle. Là, concrètement, l'IA est très bien pour m'aider à reformuler ces consignes, ce qui, moi, m'aurait pris 10 minutes. Mais derrière, il faut évidemment quand même relire, sélectionner. Et c'est plus facile de sélectionner plutôt que d'écrire soi-même. Ensuite, et là, c'est le côté prof d'histoire-géographie qui parle, mais généralement, on se retrouve avec les profs de lettres là-dessus. Moi, j'ai un problème didactique avec ça. Le but, c'est de faire travailler l'élève sur Proust. Et là, j'ai une reformulation qui est proposée par l'IA de Proust. Ouais, mais si je fais lire à mon élève une reformulation de Proust, je travaille pas sur Proust. C'est quand même ça qui est magique et c'est quand même ça l'objectif, c'est de lire du Proust, même si c'est un petit extrait, mais de lire du Proust. Donc là, on a un choix qui est pas simple à faire. J'ai des collègues, en l'occurrence en lettres d'histoire, qui m'ont proposé un jour cette solution face à ce dilemme éthique quasiment, qui m'ont dit, mais et si on imprimait les deux textes l'un en face de l'autre? De façon à ce que jamais l'élève ne perde de vue le texte originel. On lui donne une version simplifiée pour qu'il puisse rentrer dans le texte, mais en face, comme dans les éditions en bilingue, il a le texte original. Je trouve ça pas mal comme procédé. Et évidemment, en histoire, c'est la même chose, hein. Je suis désolé, mais donner une version simplifiée de Thucydide, c'est laisser une porte ouverte à une forme de révisionnisme historique. La source en histoire, elle est hyper importante, donc on lit la source, rien que la source, quitte à reformuler un peu pour rentrer vers la source, mais on n'oublie jamais qu'il y a une source. Si on oublie la source, on oublie l'histoire, on oublie le rapport à la vérité. Et du coup, ça servira à tous les élèves, donc ceux qui n'ont a priori pas besoin d'abnégation. On parle un peu évaluation parce qu'il nous reste un temps un peu plus contraint maintenant. Et donc, on peut terminer par l'évaluation, effectivement. Alors, je vais faire juste un exemple sur l'évaluation et on pourra après revenir dessus pendant la discussion si vous le souhaitez. Créer des évaluations selon le principe de la taxonomie de Bloom révisée.
Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une espèce de revival de la taxonomie de Bloom là, depuis l'arrivée des IA génératives. Bloom, si vous n'avez pas lu ou si vous n'avez pas été formé sur ces questions, Bloom est un chercheur en éducation et en psychologie qui, dans les années 60, a créé une taxonomie qui, en gros, essaie d'expliquer qu'il y a différents niveaux de maîtrise de la connaissance. Il y a le niveau connaissance, justement. D'ailleurs, je sais, je suis capable de réciter, de donner une définition. Puis il y a le niveau compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Le contexte technologique et culturel ayant évolué, on a eu une taxonomie de Bloom qui a été revisitée au début du 21e siècle et qui est en train d'ailleurs en ce moment d'être revisitée à nouveau. Mais globalement, on change pas tant que ça la logique, c'est-à-dire il y a le se souvenir, le comprendre, l'appliquer, l'analyser, l'évaluer, le créer. Je vais être très concret, parce que ça, moi, c'est un problème que je rencontre très souvent avec mes élèves de seconde, encore eux. Hem, je reçois beaucoup de parents qui, là, en ce moment, à la fin du premier trimestre, viennent me voir en me disant, «Ça va pas, ça va pas et le problème, c'est vous». Pourquoi? Ben, parce que, mon enfant a toujours été très bon en histoire. Regardez, je vous emmène les bulletins, 16, 17, 18 de moyenne, c'est très bien. Avec vous, il est à 12. Donc, on a un problème et le problème, ça vient forcément de vous. OK, madame, on va s'asseoir. Donc là, je parle, hein, taxonomie Bloom, et cetera. On va discuter. Moi, au-delà de votre bulletin, avec des notes, j'aurais bien aimé que vous m'ameniez des évaluations. Savoir comment votre enfant obtient ses notes. Concrètement, vous pourrez aller vérifier, puis on pourra reprendre rendez-vous. Mais je suis prêt à parier que l'essentiel des activités qui étaient proposées jusqu'à présent relevaient du niveau 1 de la taxonomie de Bloom. Tu as appris la définition du mot croisade? Tu es capable de vous citer la définition du mot croisade? Parfait. Allez, je te mets le maximum de points. C'est là, moi, on arrive au lycée. Alors, je suis pas en train de dire que mes collègues du collège n'ont pas fait le travail, hein. Juste, c'est normal dans un cycle scolaire de monter dans cette taxonomie de Bloom. Et là, on est arrivé à un palier où je vais demander à votre enfant d'aller un petit peu plus loin. Votre enfant est très bon sur le palier 1, se souvenir. Il est capable de me réciter en long, en large, en travers, les yeux fermés, la main sur le bureau, la définition du mot croisade. Moi, je lui donne un texte montrant une croisade et je lui pose la question: que décrit ce texte? Votre enfant n'est pas capable de me sortir le mot croisade. A-t-il compris ce qu'il a appris? Réponse: non. C'est un très bon perroquet, mais moi, je suis pas le genre de perroquet. C'est violent. C'est violent, et à un moment donné, il faut. Le psittacisme, ça passe toujours avec le perroquet. Mais donc, et là, on commence à discuter. En disant, bah, l'idée n'est pas de mettre des bâches à votre enfant. L'idée, c'est petit à petit de l'aider à progresser dans cette taxonomie de Bloom, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire, les IA existent, les ressources sont là sur Internet. Donc, ce qui compte, c'est pas tant de mémoriser des définitions qu'on comprend pas. Le but, c'est de comprendre et d'en faire quelque chose et d'arriver ensuite à appliquer dans un autre contexte, à analyser, à évaluer la validité de ces notions, ces connaissances, etc. Et donc là, ce qui est formidable, donc là, je vous montre des exemples, hein, parce que je le fais en vrai, hein, mes évaluations maintenant sont créées sous la forme de taxonomie de Bloom. Donc mes élèves s'entraînent à partir de ça, et on y va très progressivement. Et donc, bah, il y a un prompt pour ça. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que là, pour le coup, quand on lui dit taxonomie de Bloom, on lui donne un exemple, vous lui donnez votre trace écrite de cours, vous lui dites fais-moi une évaluation basée selon tel et tel niveau de la taxonomie de Bloom, il vous le fait en seulement quelques secondes. Et ce sont ces évaluations sur lesquelles moi je mets le petit logo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mes élèves savent que mes évaluations, je les fais à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ils me le reprochent absolument pas. S'ils ont compris pourquoi je le fais, ils ont compris, on a eu toutes ces discussions ensemble auparavant. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser dans plein d'autres disciplines par ailleurs. Alors à une seule condition, c'est effectivement de préparer les élèves en conséquence. Donc leur en parler, leur montrer des exemples, leur montrer des corriger, et puis de toujours faire attention à ne pas assigner les élèves à un niveau de cette taxonomie de Bloom. Et alors là, c'est extraordinaire pour alimenter la réflexion qu'on a eue tout à l'heure sur la différenciation pédagogique. C'est-à-dire que moi, maintenant,
En seconde, je leur propose alors les 3 premiers niveaux de la taxonomie de Bloom et je mets le 4e niveau en question bonus. Leur dire: «Ben, allez, on commence à se confronter là-dessus et on fait de la différenciation». Moi, ça m'a pris 2 secondes et c'est une première forme de différenciation pédagogique qui est mise en place dans les évaluations. Alors, les diapos précédentes est intéressant parce que j'ai cru revivre la scène au pavillon d'Entiteberg dans le tarmac de l'aéroport de Rome, dans la Deutsche Vita. Tous les portails se sont levés pour photographier la taxonomie de Bloom recitée. On va conclure peut-être sur atouts, limites de l'intelligence artificielle à l'école. Alors, en guise de conclusion, à tout limite, moi, je continue à insister et à assumer. Je suis résolument optimiste sur ce qui est en train de se passer. Ça peut faire peur, ça peut sembler vertigineux, mais moi, ce qui me passionne dans ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train de parler pédagogie. Moi, j'ai très peu envie de vous parler de technique, mais par contre, cette technique nous réamène à interroger notre pédagogie, à réinterroger le sens de ce qu'on fait en classe avec les élèves. Et moi, je trouve ça passionnant. Mais c'est pour ça que je m'éclate autant depuis 3 ans, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de pédagogie avec les collègues. Alors, à court terme, je trouve ça déjà intéressant parce que souvent, la porte d'entrée, c'est de se dire que ça permet de gagner un peu en efficacité, ça permet de gagner en temps, c'est des petits trucs et astuces. Mais ensuite, on est en train d'ouvrir des portes gigantesques. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour repenser l'école, pour repenser les contenus des programmes, pour repenser la pédagogie, la coopération à l'intérieur de l'école, et donc pour revenir à des fondamentaux tels que ceux qui nous ont été donnés par Paulo Frère. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de faire. Continuer à travailler avec des élèves, continuer à travailler avec des collègues au quotidien, parce que j'ai du temps qui a été libéré pour me recentrer sur l'humain et pas sur la technologie. Merci beaucoup. Merci, Nicolas.